Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez pouvoir suivre notre enquête, vous allez pouvoir réagir ce soir, réagir à cette incroyable manipulation que vous avez vécue à la fin de l'année 2002. Vous avez vécu 96 heures de garde à vue, c'est cela, exact. 10 jours de prison. Parallèlement, vous faisiez la une de tous les journaux. Et vous, pendant ce temps-là, vous avez gardé toujours une seule et même ligne. Vous ne cessiez d'affirmer que vous étiez innocent et que vous étiez victime. Alors, victime de quoi? De qui? Comment en est-on arrivé là? Où se cache, qui se cache derrière cet incroyable complot? Pourquoi une telle machination s'est-elle mise en marche contre vous? Ce soir, les protagonistes parlent. C'est notre première enquête, un document signé Sophie Le Gall et Mathieu Lair. 10 janvier 2003, Abderrezzaq Besseguir sort de prison. Pour cet homme, c'est la fin d'un long cauchemar qui a duré près de 15 jours. Celui qui fut considéré comme un dangereux terroriste n'était en réalité que la victime d'une hallucinante machination. Cette histoire est particulière parce que ça aurait pu être le complot parfait. On est entre Noël et le jour de l'an. Des rumeurs d'attentats courent un petit peu partout dans Paris. Stupéfaction à Roissy-Charles de Gaulle où un bagagiste a été interpellé samedi. Il avait des armes et des explosifs dans sa voiture garée sur le parking de l'aéroport de Roissy. Un bagagiste. Un aéroport? Des armes? Un arabe? Je sais pas, ça peut pas rappeler des souvenirs ou... Effectivement, on a en main le coupable idéal. Au moment où Besseguir est accusé de terrorisme, il dit tout de suite « c'est ma belle famille, j'en suis sûr ». Je savais très bien qu'ils allaient agir tôt ou tard, en faisant quelque chose. Il savait que les Béchiri lui en voulaient, mais jamais, je crois, il était à milieu d'imaginer de quoi ils étaient capables. Voici l'histoire d'un incroyable complot ou comment une belle famille va par pure vengeance faire de son gendre l'ennemi public numéro 1. « 28 décembre 2002, 5h45 du matin. Abderrezzaq Besseguir sort tranquillement de chez lui. Il ne sait pas que dans quelques heures, sa vie va basculer. Ça va être une journée, mais terrible. Ça va être le début d'un cauchemar. Comme tous les matins, le bagagiste de Roissy se rend à son travail. À ce moment-là, rien n'attire son attention. Pas même la voiture qui le prend en filature. À son bord, 2 hommes qu'il ne connaît pas, Patrick Pouchoulin et Marcel Lehir. Pouchoulin et Lehir vont partir en voiture, suivre Besseguir sur la route qui mène à l'aéroport de Roissy. Ce trajet, les deux complices le connaissent bien, puisque cela fait déjà plusieurs jours qu'ils espionnent minutieusement les moindres faits et gestes d'Abderrezzaq Besseguir. Dans les semaines qui précèdent, effectivement, Patrick Pouchoulin, parfois seul, parfois en compagnie de Marcel Lehir, repère son trajet, identifie la place du parking où il a l'habitude de se garer chaque jour. Ce matin-là, Abderrezzaq Besseguir se gare comme prévu à sa place habituelle et s'éloigne de son véhicule, suivi discrètement par Marcel Lehir. Lehir suivait Abderrezzaq Besseguir pour s'assurer que celui-là ne revienne pas vers la voiture et ne puisse pas déjouer le complot avant l'heure. Patrick Pouchoulin, lui, reste sur le parking et attend un 3e homme. Quelques minutes plus tard, ce 3e complice arrive en camionnette avec 2 sacs contenant des armes et des explosifs. Puis Patrick Pouchoulin, muni d'un pass, ouvre la voiture de Besseguir et y dépose les sacs dans le coffre. Pour être certain de faire du bagagiste un dangereux terroriste, les 2 hommes placent dans la boîte à gants de sa voiture des documents qui appellent à la guerre sainte. Ils vont refermer la voiture, repartir,
Et dans le même temps, parce que les choses avaient été minutées à l'avance, le HIR va aller au poste de police à l'intérieur de l'aéroport. 7h30, il ne reste plus maintenant qu'à dénoncer Bességuir. C'est Marcel Le Hir qui s'en charge, et voici comment il s'y prend. Il dit « Je suis un ancien militaire de carrière, je connais les armes. » Qui prétend devant les services de police avoir vu un homme brun, aux cheveux très courts, manipuler 2 armes dans le coffre de sa voiture. Un homme vêtu en bleu de travail, donc un employé de l'aéroport, en l'occurrence un bagagiste. Les déclarations de Marcel Le Hir sont prises très au sérieux par les policiers. Dorénavant, le bagagiste d'origine algérienne est dans le collimateur de la police. Son témoignage est véritablement important dans la mesure où c'est lui qui va tout déclencher. 14h30, lorsqu'Abderrazak Bességuir quitte son travail, il ne se doute de rien. Pourtant, des policiers l'attendent sur le parking. Il ne va pas penser qu'en venant reprendre sa voiture après sa journée de travail, une dizaine de policiers en civil vont lui sauter dessus comme si c'était Jacques Messrine. Je me suis rendu à mon véhicule. Je voyais une voiture de police, enfin banalisée, mais elle était banalisée entre guillemets, on va dire. J'avais rien à me reprocher, donc je me suis dit, j'ai filé directement à mon véhicule. Au moment là que ça a surgi de nulle part, et on m'a plaqué, on m'a fouillé, on m'a demandé d'ouvrir le coffre. Je leur ai dit que le coffre était ouvert parce que c'était une centralisation. Donc, ils ont ouvert le coffre, ils ont retiré un sac, c'est bon, là le terreau, ça m'a fait rire. J'ai vraiment rigolé. Les policiers découvrent alors dans le coffre les 2 sacs déposés par les comploteurs. En les ouvrant, ils trouvent un pistolet automatique, un pistolet mitrailleur et 5 pains d'explosifs. Pour le bagagiste qui assiste à la scène, c'est la stupéfaction. Je leur ai dit que c'était pas à moi, que je comprenais pas d'où ça pouvait provenir. Je dirais que ceux qui ont déposé cela à cet endroit n'avaient pas lésiné sur la marchandise. Ils n'ont fait aucune économie de ce côté-là. C'est vraiment un arsenal destiné à commettre au moins peut-être un attentat, comme on est dans un aéroport, peut-être une prise d'otage dans un avion. Donc à ce moment-là, bon, le choix c'est de se dire ou ce type-là fait dans la brocante un peu spécialisée, ou alors il peut avoir des relations avec une entreprise terroriste. La découverte de ces armes fait du bagagiste un coupable idéal, d'autant qu'il dispose d'une totale liberté de mouvement sur l'aéroport. Il possède le fameux laissez-passer qui lui permet d'accéder directement sans contrôle à toutes les zones de l'aéroport, notamment les zones les plus sensibles. S'il s'occupe entre autres du déchargement des avions, donc il a accès par exemple aux soutes des avions. Donc évidemment, de telles armes entre les mains d'un homme qui peut aller jusque dans les soutes d'un avion, c'est dangereux. Il faut dire que depuis le 11 septembre 2001, ce que craignent par-dessus tout les autorités françaises, ce sont les attentats. Nous vous demandons de nous signaler tout colis ou bagage qui vous paraîtrait suspect. Merci de... En pleine période de fête, les policiers se demandent donc si Bességuir n'est pas la nouvelle menace qui plane sur Paris. D'emblée, eux se disent on a un terroriste en puissance. On a quelqu'un qui présente tous les attributs, en tout cas matériels, du terroriste. Et pour s'assurer qu'ils ont bien affaire à un terroriste, les policiers perquisitionnent la maison du bagagiste. J'ai trouvé un CD du Coran. Je savais pas que ça pouvait tuer. Une cassette. Une cassette vidéo, comment apprendre à faire la prière. Les enquêteurs fouillent la chambre d'Abderrazak Bességuir. En soulevant son matelas, ils saisissent un Coran et un petit couteau. Chaque chose où il y avait de l'écriture en arabe, c'était une pièce à conviction. Sans savoir ce qui était écrit dessus. Il aurait pu très bien avoir un livre de recettes écrit en arabe, il l'aurait pris aussi. Puis les policiers se rendent dans le jardin et ils vont faire une étonnante découverte. Un homme en situation irrégulière, terré dans un petit cabanon. Un oncle qui est clandestin, qui se cache dans le jardin du pavillon familial de Bondy. Donc ça ne fait qu'un élément en plus qui vient alourdir le dossier, quoi, à charge.
Tout semble accabler Abderrazak Besseguir. Immédiatement, le jeune homme est emmené au quai des Orfèvres et mis en garde à vue. Sur la voiture du bagagiste, saisie par la brigade criminelle, une petite étiquette apposée sur le véhicule est sans équivoque. Association de malfaiteurs, terrorisme. Ils m'ont dit que ça allait faire du bruit et que le dossier était déjà chez le ministère de l'Intérieur. De son côté, Abderrazak Besseguir enchaîne pendant 96 heures les interrogatoires et clame son innocence. Il se dit victime d'un complot. Et je leur ai dit tout de suite, je leur ai dit ça peut être que ma belle famille. On me dit comment ça, ta belle famille et tout. Et je dis ouais, ça peut être que enfin, la fameuse dame là, qu'on appelle ex-belle-mère normalement. Je leur ai dit tout simplement que ça pouvait être que cette personne-là qui a pu monter un plan comme ça. Pour le bagagiste, toute cette histoire ne serait qu'une vengeance familiale, un incroyable complot monté par sa belle-mère. Le jour de son mariage, le bagagiste Abderrazak Besseguir, entouré de son épouse et de ses parents, est à mille lieues d'imaginer que ses beaux-parents, les Béchiri, vont bientôt devenir ses pires ennemis. Ce sont vraiment deux familles que tout oppose. Tout. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Hein. Bon. Ce sont deux familles qui ne s'aiment pas. Pourtant, tout commence par une histoire d'amour. Abderrazak et Louisa, comme le montre cette vidéo de leur fiançailles, avaient l'air amoureux l'un de l'autre. Les deux mères semblaient alors heureuses de voir leurs enfants s'unir. Le couple s'installe dans ce pavillon de la banlieue parisienne qu'ils ont fait construire et décident de fonder un foyer. Ils auront un enfant qu'ils appelleront Mehdi. Tout semble aller pour le mieux. Mais très vite, cet enfant va devenir l'objet de disputes entre les deux familles. D'abord, c'est le bagagiste qui se plaint du comportement de sa belle-mère. Elle était tout le temps là. La moindre décision, elle voulait mettre son point de vue. Pour l'éducation de mon enfant, elle voulait mettre son avis. Elle refusait que j'emmène le petit chez mes parents. C'était vraiment personne mauvaise, quoi. De leur côté, les Béchiri aussi critiquent l'attitude de la famille du bagagiste, comme l'explique aujourd'hui Anissa Béchiri. Il y avait une sorte de concurrence entre leur famille et notre famille. C'est eux qui l'avaient imposé, hein, pas du tout. Nous, on était totalement neutres. Et ils n'appréciaient pas que le petit soit plus souvent chez nous que chez eux. Et ils n'acceptaient pas non plus le fait que, justement, que ça soit ma mère qui garde le petit. Ces tensions familiales prennent d'incroyables proportions. Louisa ne supporte plus sa belle famille et en parle souvent à l'une de ses meilleures amies, qui a souhaité garder l'anonymat. Le sujet dont elle me parlait plus que tout, c'était surtout les rapports avec sa belle famille. Elle avait essayé de faire des efforts, elle, vis-à-vis de ses beaux-parents. Quand ils venaient chez elle, elle essayait de bien les accueillir, tout ça. Or, quand Louisa se déplaçait chez eux, elle trouvait que elle n'était pas bien accueillie. Puis au bout d'un moment, ça commençait à la gêner de plus en plus et elle a préféré ne plus y aller. De toute façon, ça s'est jamais bien passé puisqu'ils l'ont tout de suite rejeté. De toute façon, à chaque fois qu'elle se rendait là-bas, c'était des insultes. Il la laissait dans un coin, toute seule dans une pièce. C'était des moqueries et elle n'en pouvait plus. Ces histoires de famille génèrent au sein du couple des querelles qui, d'après le clan Béchiri, seraient devenues au fil du temps de plus en plus violentes. On ne peut pas sérieusement dire que les choses allaient bien dans ce ménage. Ce couple se déchirait. Il l'insultait, depuis des semaines, des mois. Il y a des témoins qui le disent. Il la frappait à l'occasion. Des violences conjugales dont Louisa aurait parlé à ses proches.
Un jour, ils s'étaient disputés chez eux et Louisa m'a dit qu'il l'avait poussé de l'escalier. Et elle avait le petit Mehdi dans les bras et ma petite sœur s'est interposée et lui a dit tu vas la tuer si tu la jettes dans les escaliers. Et il a poussé ma petite sœur et lui a dit toi tu te mêles de ce qui te regarde. Besseguir récuse lui totalement ces accusations. Moi je battais pas ma femme, j'ai jamais battu. On avait des disputes des fois. Est-ce à cause de ces disputes? En tous les cas, Louisa semble de plus en plus déprimée. Louisa a commencé donc à beaucoup maigrir, à être pas très bien, à manquer souvent le travail le matin. Elle était plus songeuse, oui, un petit peu moins rieuse, un peu moins... plus pensive, plus angoissée, je résumerai. C'est dans ce climat pesant que survient le 8 juillet 2002, un drame au domicile du couple. Ce jour-là, Abderrazak et Louisa se disputent. Le bagagiste claque la porte. Quand il revient un peu plus tard, sa femme est avec son fils au premier étage. Il n'y avait pas de bruit, je suis monté. Elle était dans la chambre de Mehdi. Le petit était sur le lit, installé, et puis lorsque j'ai ouvert la porte, elle était en face de moi, et voilà. Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Elle était debout devant moi, elle tenait un bidon de spirit à la main. Elle s'en est projetée sur elle, et puis moi j'ai vu sur la table à langer un briquet, je me suis précipité dessus, je l'ai attrapé, mais elle en avait un autre dans sa main. Selon son mari, Louisa se serait immolée par le feu. Transférée par hélicoptère à l'hôpital, elle succombera à ses blessures 2 mois plus tard. Abderrazak Besseguir est aussitôt entendu par les policiers de Bondy. Il affirmera que sa femme était dépressive et avait déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Ce que l'enquête de police va confirmer. Nous, on a été entendus par la brigade criminelle. Moi, en ce qui me concerne, on m'a expliqué d'entrée que ma sœur, qu'il fallait que je me fasse une raison, que ma sœur était dépressive. Et j'ai pas compris et j'ai demandé, écoutez, je comprends pas comment vous pouvez vous avancer à dire que ma sœur était dépressive alors qu'elle ne l'était pas du tout. Ils m'ont dit, mais si, votre sœur était sous antidépresseur. Oui, il penchait sur la thèse du suicide et il m'avait dévoilé pas mal de choses et c'est là notamment que j'ai appris qu'elle s'était ouvert les veines et qu'elle avait été hospitalisée. La police s'oriente donc vers la thèse du suicide. Seulement les proches de Louisa n'y croient pas un seul instant. Pour nous, c'est clair qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup trop de zones d'ombre. La mère de Louisa décide alors de commander elle-même une expertise sur la mort de sa fille. Et pour l'expert qui a reconstitué l'incendie, le suicide semble impossible. Il est difficilement imaginable que nous soyons en présence d'une tentative d'autolyse, c'est-à-dire un suicide. Il pourra toujours être dit que Louisa s'est elle-même aspergée. Cette version ne tient pas. Ces constatations aboutissent à l'idée que c'est pas un accident, c'est pas un suicide. Je veux dire que la justice aurait dû se précipiter pour vérifier, de manière au moins à dire aux parents, si c'était nécessaire, attention, votre expert, il s'est trompé. Mais là, ils sont en l'état d'un rapport qui leur dit que c'est pas un accident, que c'est pas un suicide, et la justice leur apporte pas d'éléments de contradiction. Cette expertise ne sera jamais vraiment prise au sérieux par la justice. Les proches de Louisa n'acceptent toujours pas l'idée du suicide, car pour eux, la jeune femme adorait plus que tout son enfant. C'était même sa raison de vivre. Louisa, elle me disait tout le temps, c'est mon petit bonhomme qui me donne de la force, c'est mon petit bonhomme, heureusement que j'ai mon petit bonhomme. Et je me dis que Louisa, elle n'a pas pu quitter ce monde en laissant ce petit Mehdi seul. Ça, j'en suis convaincue. Mais si la famille Béchéry refuse la thèse du suicide, c'est surtout à cause d'un coup de fil que Louisa aurait passé à sa mère juste avant le drame. Ma sœur, 2 heures avant son accident, elle avait appelé ma mère pour lui demander de venir la chercher, qu'elle en avait marre, qu'elle voulait rentrer chez moi et qu'elle voulait aller au bout de son divorce.
Et la première chose qu'on a retrouvée chez elle, c'était ses valises qu'elle avait préparées pour rentrer. Pourquoi la jeune femme a-t-elle préparé sa valise si elle voulait se suicider? Pour la mère de Louisa, la réponse est simple. Son gendre aurait tué sa fille parce qu'elle voulait le quitter. Et les Béchiri sont convaincus, ils l'ont dit et répété à plusieurs reprises. Ils pensent, avec une conviction inébranlable, que leur gendre, le bagagiste, est responsable de la mort de leur fille. Dorénavant, la mère de Louisa n'a plus qu'une obsession, venger la mort de sa fille. La justice ne faisant rien, la justice tardant à agir, la justice n'investiguant pas comme il le fallait, cette femme, au bout du désespoir, il faut quand même bien le reconnaître, hein, a choisi une solution extrême, quasiment psychiatrique. Parce qu'elle estimait que son gendre devait payer pour la mort de sa fille, Fathia Béchiri aurait donc fomenté contre lui un complot machiavélique, une machination que les policiers vont maintenant mettre une quinzaine de jours à déjouer. Abderrezzaq Besseguir est en garde à vue depuis 4 jours. Il n'a toujours pas avoué être le dangereux terroriste que l'on croit. L'homme clame toujours son innocence. Malgré tout, il est mis en examen pour association de malfaiteurs et incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne. On vous a accusé de quelque chose, on ne vous entend pas, et on vous emmène de droite à gauche en vous accusant de toujours de la même chose. Et vous, vous êtes là en train de vous dire, mais c'est pas moi, mais je suis pour rien, vous vous trompez. Ce que le bagagiste ignore pendant sa détention, c'est qu'en fait les policiers l'ont écouté et vérifient la piste du complot. Les enquêteurs cherchent alors à établir le lien qui existerait entre Marcel Lehir, l'ancien militaire qui a dénoncé Besseguir, et Fathia Béchiri, sa belle-mère. Jusque-là, il n'existe aucune preuve de leur complicité. On n'avait pas de lien le 1er janvier entre Marcel Lehir et la famille Béchiri. Ils essayent de recomposer un puzzle dont les pièces ne s'imbriquent pas véritablement les unes dans les autres. Face à ce véritable casse-tête, les policiers fouillent le passé de Marcel Lehir. L'homme se révèle être un personnage au parcours atypique. Figurant dans ce film pornographique, l'ancien militaire est aussi garde du corps et aime parfois jouer les gros bras. En 1999, il est interpellé par les policiers en possession d'un pistolet à grenaille. Bref, l'homme intrigue la police criminelle. D'autant que lors de son audition, il reste flou sur son emploi du temps la nuit qui précède l'arrestation du bagagiste. On s'apercevait qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas nettes et qu'en tout état de cause, il avait été quelque peu réticent à décliner avec exactitude son emploi du temps la nuit précédant l'interpellation d'Abderrezzaq Besseguir. Les policiers décident donc de placer Marcel Lehir en garde à vue. Ils épluchent les communications téléphoniques de son portable, cette fameuse nuit du 28 décembre 2002. Ils découvrent alors que Marcel Lehir a reçu à 4h38 du matin un coup de fil d'un certain Patrick Pouchoulin, détective privé, mais aussi ami très proche de Fathia Béchiri. Grâce à cet appel, le complot est déjoué. Ce qui a perdu cette équipe, c'est l'amateurisme. C'est le premier épisode des Pieds Nickelés, quoi. C'est le premier épisode des Pieds Nickelés. C'est ce qui leur vaudra d'ailleurs ce surnom au 36 quai des Orfèvres. Patrick Pouchoulin est à son tour placé en garde à vue et très vite il craque. Le détective privé explique alors pourquoi il a aidé Fathia Béchiri à monter le complot. Patrick Pouchoulin est donc un ami d'enfance de Madame Béchiri. Ils avaient une relation platonique lorsqu'ils avaient 14, 15, 16 ans. Et c'est par compassion envers cette famille totalement bouleversée qu'il s'est impliqué. Ça paraît fou,
Ça paraît incroyable, mais il est nulle question d'argent dans cette affaire. 10 janvier 2003, le redoutable terroriste présumé devient du jour au lendemain une victime. C'est un véritable coup de théâtre qui s'est joué cette nuit dans les locaux de la brigade criminelle. Le bagagiste de Roissy a bien été victime d'une machination. L'ancien militaire affirme que c'est la belle famille de Bességuir qui l'aurait organisé. Les parents Béchéry apparaissent alors comme les commanditaires du coup monté. Quand leur avocat Maître Collard apprend la nouvelle, il n'en revient pas. Les beaux-parents étaient dans mon bureau, le téléphone sonne, l'AFP m'annonce que le complot est découvert. Il y a un témoin, il y a 2 témoins de la scène. Je me tourne à ce moment-là vers mes clients, je leur dis voici ce qui se passe. L'un des protagonistes a reconnu qu'il y a complot. Bon, ils ont nié. Ils ont nié. Reste pour les enquêteurs une question. Qui est le 3e homme venu apporter les armes à l'aéroport? Marcel Lehir et Patrick Pouchoulin accusent d'emblée Djilali Difala, le frère de Fathia Béchiri. Pourtant, l'homme nie toute implication et la justice n'a pour l'instant pas de preuves formelles contre lui. On n'a pas retrouvé d'empreinte du tout. Pourtant, il y a quelqu'un qui l'a mis là. Et quelqu'un qui, à un moment au moins, a dit, ou continue peut-être de dire, qu'il n'est pour rien dans cette manipulation. Pendant près de 15 jours, une belle-mère, aidée de son mari, peut-être de son frère, et de 2 complices, a réussi à faire croire à la France entière qu'un simple bagagiste était devenu terroriste. Les comploteurs risquent jusqu'à 10 ans de réclusion criminelle. Tous, on a été abusés. Une vengeance familiale qui aurait pu envoyer pendant de longues années un innocent en prison. Abderrazak Bességuir vit aujourd'hui avec son fils chez sa mère, en banlieue parisienne. Traumatisé par cette affaire, il n'a pour l'instant pas souhaité reprendre son travail de bagagiste. Phénomène rarissime, le ministre de la Justice lui a même publiquement présenté ses excuses. À la suite de la libération du bagagiste d'Orly, je voudrais dire combien je suis désolé que ce garçon ait fait 10 jours de prison pour rien, mais il faudra bien sûr qu'il regarde du côté de ceux qui lui en voulaient beaucoup. Reste une zone d'ombre. Les circonstances exactes du décès de sa femme Louisa, suicide ou meurtre, la justice a rouvert une enquête. Voilà pour cette affaire que l'on comprend mieux maintenant. Voilà comment, Abderrazak Bességuir, vous êtes passé en quelque sorte du statut de terroriste en victime d'une machination infernale. Alors vous sortez un livre aujourd'hui intitulé « Bagagiste à Roissy, présumé terroriste ». 5 mois après, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça veut dire le reportage que je viens de voir, ça m'a assez ému. Je sais pas si c'est le fait de vous rappeler les faits? Ouais, surtout lorsque je vois le visage de ma femme, que Dieu ait son âme, et les accusations qu'on porte sur moi en ce qui concerne le décès. Les accusations de votre belle famille? Ouais, exactement. Je tiens aujourd'hui à dire à la France entière tout simplement que c'est vrai que j'ai vécu quelque chose d'atroce lorsque j'étais enfermé, lorsque j'étais entendu, auditionné, jeté en pâture à la France entière. Mais l'être qui me manque le plus au monde, c'est ma femme. Jamais de ma vie, j'aurais voulu faire quoi que ce soit en mal. J'ai un enfant d'elle aujourd'hui. C'est une personne qui habite mon cœur continuellement. Et je tiens à préciser, et c'est un message pour cette ex-belle famille que j'avais. Je pense qu'en agissant, s'ils auraient agi différemment dans notre couple, et s'ils n'auraient pas, nous auraient pas bouffé l'air qu'on respirait entre nous, je pense que ça n'aurait pas se passé comme ça. Lorsque je vois un tel témoignage, lorsque sa sœur parle, je suis désolé de m'exprimer autant, mais c'est plus fort que moi. Lorsque je vois sa sœur qui s'exprime en blasphémant un tas de mensonges, alors que les premières personnes que j'ai avisées, c'est eux. 1 heure peut-être après l'incendie, c'est moi qui ai sauvé ma femme des flammes, il ne faut pas l'oublier, il faut le rappeler. Ça a été très douloureux pour moi. Si j'étais pas là à ce moment-là, je pense que j'aurais ni sauvé ni mon enfant ni ma femme. Ma femme a mis
presque 2 mois dans le coma avant de succomber de ses blessures. À l'issue de l'incendie, j'ai téléphoné à ma belle-famille. Je les ai croisés à l'hôpital Jean Verdier de Bondy. J'ai demandé à ma belle-sœur, Anissa, celle qu'on vient de voir à la télé, qui a plaidé, j'ai tout simplement demandé si elle pouvait venir avec moi à Metz pour aller prendre des nouvelles de ma femme et d'envoyer la mère à l'hôpital Trousseau pour aller voir mon enfant. Vous savez ce qu'elle m'a répondu, c'est mon ex-belle-sœur. Je peux pas, demain je travaille. Donc aujourd'hui, ça me fait bien rire lorsqu'elle prend ces airs de tristounette et tout. Je crois pas que ça les a atteints autant que moi. Parce que si aujourd'hui, moi, j'ai construit quelque chose, c'était quelque chose que je voulais qui dure et qui perdure. Et il n'y a jamais eu de procédure de divorce entre moi et elle. Abderrazak Besseguir, on va essayer de revenir un petit peu sur ce que vous avez vécu également. Pas de problème, mais je tenais à... Mais c'était important. Alors, vous êtes arrêté, interpellé en tout cas à l'aéroport. Ensuite, on vous emmène au Quai des Orfèvres, c'est cela. Vous vous êtes dit, je suis un coupable idéal, en fait. Je suis bagagiste, je suis maghrébin. On a trouvé des armes dans ma voiture, c'est ça? Je les classerais différemment. Moi, je classerais d'abord que je suis musulman, que je suis maghrébin, que je travaille à Roissy. Et ils ont même été loin, ils ont été dire que le décès de ma femme m'avait peut-être affaibli moralement et que j'avais pensé pour certaines mouvances. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que dès les premières minutes, vous avez accusé votre belle famille. Tout de suite, vous vous êtes dit, c'est un complot. Comment ça peut vous passer par la tête? Il y avait une telle haine entre vous et eux? Non, c'est même pas ça, c'est comme... Comment vous dire, c'est... Vous êtes... Depuis tout petit, on se fonde un cercle familial, puis d'amis, et puis on voit bien avec qui ça cloche. Et quand autour de vous, il n'y a qu'une personne qui vous en veut vraiment, donc forcément, votre choix s'arrête sur cette personne-là. Et en connaissant plus ou moins la personne, à quel point elle pouvait être machiavélique, donc forcément, je ne voyais qu'elle. La preuve de ce déchirement entre vos deux familles, c'est que même le jour des obsèques, vous n'avez pas eu le droit d'assister à l'enterrement de votre épouse. Exactement, exactement. On m'a refusé l'accès du cimetière. Qui? La belle famille. Dans ce livre, vous revenez assez peu sur vos relations avec votre épouse. Il y a une certaine pudeur, peut-être. Votre mariage, c'était un échec? C'était vraiment un échec, ce mariage? Non, c'est pas un échec, c'était un mariage d'amour, au contraire. C'est une personne que j'ai toujours aimée, qui... Et vous disputiez? Il y avait des Comme choses... chaque couple, mais chaque dispute, si vous voulez, c'était pas des disputes au sein même, entre nous, c'était toujours des disputes extérieures. C'est vrai que lorsqu'on a vu le reportage tout à l'heure, ils avaient tendance à dire que c'était toujours de notre faute, que ma femme n'était pas bienvenue à la maison, qu'elle se plaignait. C'était vraiment tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est... Mes parents étaient... Vous savez qu'on vous reproche une certaine distance, hein, même vis-à-vis du décès de votre épouse. Dans votre agenda, à cette sinistre date du 8 juillet 2002, vous avez noté « Accident domestique de ma femme Louisa à environ 17h30 ». Quand on vit une scène comme celle-là, on écrit « Accident domestique de ma femme à 17h30 ». C'est un peu sec, c'est un peu... Ouais, c'est un peu sec. C'est vrai, c'est ce qui a été retrouvé dans mon calepin. Que j'avais écrit tout de suite après. Déjà, j'ai dit accident. Pourquoi? Tout simplement, j'avais menti moi-même aux forces de police lorsqu'il y a eu l'incendie. Vous vouliez cacher le suicide? C'était une promesse que je lui avais faite déjà. À quelle occasion? À quelle occasion? Au moment justement où je l'ai sorti des flammes, que je l'ai porté, qu'on s'est embrassé malgré son état, que je l'ai installé sur une chaise et puis elle m'a dit mais les gens vont me prendre pour une folle. Je lui dis non. Elle me dit il faut dire que c'est un accident. Je dis je te promets, je dirais que c'est un accident. Et pourquoi j'ai dit que c'est un accident? Tout simplement que une personne qui meurt, elle est morte par accident, ça passe mieux. Ou admettons, Dieu aurait préservé sa vie et qu'elle serait encore vivante aujourd'hui, elle aurait pu surmonter plus facilement ses blessures en sachant que les gens la voient plutôt comme une rescapée d'un accident plutôt qu'un suicide. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la remise en liberté des personnes présumées, présumées impliquées dans ce complot? Qu'est-ce que vous en pensez de leur remise en liberté? J'y comprends rien du tout. C'est que vraiment, il y a un problème de justice en France, quoi. Vous savez que c'est un drame qui est le décès de votre épouse, qui, sous l'impulsion de votre belle famille, a réouvert l'enquête. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi, comme depuis le début, aussi bien par rapport à l'histoire du terrorisme, j'ai qu'une version. Je suis quelqu'un d'honnête, d'entier. Et j'ai rien à prouver à la planète entière. Moi, ma femme, je l'aimais. Aujourd'hui, vous savez, c'est pour aller aussi loin. Si vous avez l'occasion d'un jour d'aller sur la tombe de ma femme, vous verrez que il y a écrit tout simplement Louisa Béchéri Besseguir, on l'a complètement effacé. C'est des personnes qui sont
Ils ont effacé votre propre nom sur la tombe. Comme s'ils nous avaient divorcés par la propre volonté, quoi, comme si on n'avait jamais été mariés. On va dire que je vais dire demain à mon enfant, il s'appelle Bességuir Mehdi. Voilà la tombe de ta maman. Mais c'est pas Bességuir, c'est... Et Mehdi, vous allez avoir confiance un jour pour qu'il puisse voir ses grands-parents? Honnêtement, moi, sincèrement, si ça reposait que sur moi, je ne leur donnerais pas le droit de s'approcher de mon enfant, ne serait-ce qu'une seconde pendant des siècles et des siècles. Je ne leur donnerais pas l'occasion vraiment de s'approcher de mon enfant. Abderrazak Bességuir, il faut en parler un petit peu. La presse, une partie de la presse a fait son mea culpa. Selon vous, elle fabrique des coupables, c'est ce que vous dites un petit peu dans votre livre. Elle va trop vite, elle s'emballe. Vous avez fait effectivement la une des journaux, vous avez été terroriste un jour. Terroriste. On a retrouvé des choses dans une mallette. Ils ont essayé d'aller plus vite que la police, alors que la police n'allait pas vite et allait dans le sens contraire dans lequel ils auraient dû mener l'enquête, justement. Ils ont été complètement maladroits. Et... Le patron de la brigade criminelle qui, cette semaine, dans un article dans Libération, vous l'avez lu, reconnaissait... Méthode et sang-froid, c'est ce que j'ai retenu, moi. Voilà, lui reconnaissait que l'enquête avait été bien menée, efficace, en 10 jours. C'est facile à dire quand on le perçoit d'un point de vue extérieur. C'est pas ce monsieur qui a été enfermé pendant 15 jours. Vous savez, pour un innocent, 15 jours en prison, ça représente 15 ans. Alors j'imagine même pas ce qu'a pu ressentir Dils pendant 15 ans. Voilà, Patrick Dils. Exactement. Merci Abderrazak Bességuir. Je voudrais juste maintenant qu'on aille faire un détour par la région.